tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'armes. Aujourd'hui je vous présente une de mes armes les plus anciennes. Le fusil court Steyr M95 Repeater Stutzen. À ne pas confondre avec les carabines de cavalerie M95 qui elle est un peu plus vieille. Non, pas un peu plus vieille, un peu plus récente que le fusil court. Et qui se distingue notamment de celui-ci par la position des grenadières qui se situe non pas sous l'arme mais plutôt sur les côtés de l'arme, donc à savoir sur le côté de la poignée et sur le côté de l'anneau ici. Bon, je ne vais pas faire un historique complet, Wikipédia pourra s'en charger pour vous. Juste à savoir que ces fusils là ils ont été distribués uniquement à des corps de troupes spéciales comme le génie, l'ingénierie, les communications, tout ça. C'était pas une carabine qui était faite pour la cavalerie, contrairement à la carabine de cavalerie M95. Ici on est en présence d'un modèle un peu particulier puisqu'il s'agit d'un fusil long Steyr 1895 qui a été raccourci, qui a été modifié suite à une pénurie de fusils courts, hein. Il en fallait, donc ils ont pris des vieux fusils longs et ils les ont recoupés. On reconnaît ces fusils modifiés à cause de la hausse qui est non pas celle des fusils courts standards, mais celle d'un fusil long classique. Hein, la hausse qui est plus longue qu'un modèle court standard. Un court standard doit s'arrêter à cette hauteur à peu près, et là on voit qu'elle est beaucoup plus longue. Et il se distingue également par le guidon qui est monté sur une sorte de bague sur le canon, alors que sur le fusil court standard, le guidon est soudé à même le canon, le support de guidon est soudé à même le canon sans bague. Voilà. Alors j'ai pas pu dater ce modèle précisément, hein, c'est pas facile de dater ces modèles là, mais on sait en revanche que ceux-ci n'ont été fabriqués que jusqu'en 1918. Donc il est dans son calibre d'origine, hein, le 8 par 50 pardon, R, qui est un calibre un peu casse-couille parce qu'il est difficile à trouver. J'en reviendrai après quand je parlerai de la munition. Il est monomatricule, ce qui est quand même pas mal. La crosse a dû être réparée ici, hein, on voit qu'il y a une petite réparation qui a été faite, mais c'est assez propre. A noter que aussi très intéressant parce que c'est un des premiers, c'est une des premières armes à culasse à mouvement linéaire, hein, que les Américains appellent straight pull. Voilà. Donc le mouvement linéaire, hein, contrairement à un fusil standard où on va décomposer le mouvement en, comme ceci, lever, tirer, ramener, rebaisser, là on a juste tiré, ramené. Donc au passage on constate, hein, que l'arme est bien sécurisée et vide. L'arme fait une longueur d'1 mètre pour un poids de 3,09 kg. Le canon de 50 cm est doté de 4 rayures. À l'avant, nous avons un quillon permettant de former les faisceaux d'armes qui était déjà présent sur les modèles longs, ainsi que le tenon de baïonnette qui permet de recevoir la baïonnette standard des fusils M1895. Nous avons ici un levier de sûreté qui, une fois actionné, permet d'empêcher l'armement du chien, ainsi que la manipulation de la culasse ou encore le tir lorsque le chien est armé. Le percuteur peut être armé et désarmé manuellement. Il suffit de le tirer en arrière.
puis de le retenir en pressant la queue de détente. Je déconseille cette opération toutefois lorsqu'une cartouche est chambrée. L'arme possède un chargeur utilisant des clips de 5 cartouches, comme ceci. Ici un clip garni, avec des cartouches d'époque. Comme sur les systèmes Mertier, une fois le chargeur fini, le clip tombe sous l'arme par ce trou ici. Alors à la différence des Berthier, cette trappe n'a pas de portière, elle n'est pas refermable. Il existe des clips. Alors notez que l'arme ne peut pas être alimentée sans clip. Pour fonctionner correctement, il faut des clips. Sauf si vous tirez en coup par coup en mettant à chaque fois une seule cartouche par une seule cartouche. Donc comme je le disais, il existe différents modèles de clips, enfin différents marquages sur les clips. Ici on a par exemple la couronne autrichienne, mais nous avons aussi des clips avec ce type de marquage. Donc marquage de l'armée allemande période Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Parce que, ouais, on va pas voir grand chose, mais en gros vous avez l'aigle avec la croix gammée. Parce que ces fusils, une bonne partie des fusils M95 ont été réutilisés par le Troisième Reich. Donc pour approvisionner l'arme, très simple, alors pour vous montrer, donc, quand on approvisionne toujours le clip avec cette espèce d'ergot vers le haut, hein, donc le clip qui va s'insérer, il va venir se clipser, et une fois le chargeur terminé, hein, une fois qu'il n'y a plus de cartouche, il va tomber sous l'arme, tout simplement. Voilà. Ceux qui ont des Berthier connaissent ça. Donc, les clips s'insèrent assez facilement. Hein. Le ressort de magasin est assez... n'importe quoi. Est assez souple. Voilà. Donc ça se clipse très bien. Et si vous voulez éjecter votre clip qui a encore des cartouches dedans, et bien c'est très simple. Là encore, comme sur les Berthier. Alors je ne sais pas lequel s'inspire de l'autre. Hein. Mais il y a un petit bouton ici, à l'avant du pontet, donc à l'intérieur. Hein. Il suffit d'appuyer dessus pour éjecter le clip. Alors il a existé deux grandes manufactures hein, pour les fusils M95, toutes variantes confondues. Hein. Il y a eu Ster. Donc le mien est un Ster, hein, c'est inscrit là sur le boîtier, je ne sais pas si on va bien le voir, si je viens faire la mise au point. Voilà. Et il y a eu également Budapest. Budapest qui sera beaucoup plus répandu, il semblerait, d'après ce que j'ai lu, pour les fusils courts et les carabines. Passons maintenant à la munition. Alors c'est là qu'on va rigoler. Hein. Donc le 8 par 50 R Mannlicher, à ne pas confondre avec le 850 R Lebel. Le nom se ressemble, mais c'est pas du tout la même cartouche, c'est pas du tout les mêmes charges. Si vous mettez du Lebel là-dedans, déjà le profil d'étui, il me semble qu'il n'est pas tout à fait le même, mais en plus, vous allez juste vous faire exploser la tronche. Donc munitions 850R Mannlicher. Ici une cartouche d'époque hein, qu'on m'a donné avec l'arme quand je l'ai acheté. Cartouches d'époque, ces cartouches fonctionnent cela dit très bien, hein, elles ont été très bien conservées. Alors ces cartouches d'époque sont données pour une vitesse de 580 mètres secondes.
Alors, je vais pas mesurer, hein, j'ai un chronographe, mais je n'ai pas encore pris le temps de mesurer. Alors, une chose à savoir, c'est dur à trouver, putain, c'est dur! Et oui, ces cartouches sont extrêmement rares. Elles ont été fabriquées et manufacturées pendant un temps par une marque dont je ne me rappelle plus le nom. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus produites. Et ces cartouches d'époque coûtent extrêmement cher. Hein. Vous n'en trouverez pas pour moins de 2 € la pièce. Quand vous en trouvez, hein, parce que c'est très difficile à trouver. Alors la seule solution, ça va être le rechargement. Et là, c'est là qu'on commence à rigoler. Parce que le rechargement, pour cette cartouche, c'est pas simple. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui reforment des étuis de la cartouche qui a succédé à celle-ci, la 856 Mannlicher, la 856R Mannlicher, qui elle est toujours produite, il me semble, par PPU Partisan. Donc on trouve les éléments un peu plus facilement, notamment les étuis. Donc il s'agit de retailler l'étui, tout ça. Et il y a d'autres méthodes qui consistent également à utiliser des étuis de 762 par 54R. Alors ça tombe bien parce que moi je possède un SVT40 et un Mosin Nagant, donc les étuis 762 par 54R, c'est pas ce qui me manque. Niveau projectile, alors là on va avoir du choix, puisque c'est du .323. Donc tout ce qui va être ogive pour 8 mm Moser. Donc ici vous pouvez voir qu'elles sont montées avec des balles coulées de 198 grains. Donc toujours en .323 comme je viens de le dire. Les étuis 762 par 54R, pour être rechargés, il faut les reformer un peu. Alors ça implique de retailler l'étui, il faut le réduire de 2 mm. Hein. Enfin, non, pas de 2 mm, de 4 mm du coup, parce que 850R et 762 54. Donc 4 mm, donc c'est pas grand chose. Enfin, il faut le réduire un petit peu quoi. Et il faut faire du fireforming pour qu'elle puisse entrer dans l'équipe sans en sortir. Donc le fireforming, pour ceux qui ne connaissent pas vite fait, en gros, pour vous expliquer simplement, vous faites une cartouche à blanc et vous la tirez. La détonation va faire que la cartouche va s'expandre et épouser la forme de la chambre, ce qui va vous donner un étui parfaitement aux cotes. Alors évidemment, il ne faut pas la charger pleine bourre. Hein. On charge ça généralement. Il y en a qui le font à la poudre noire, il y en a qui le font avec des poudres un peu plus vives. Je suis pas un expert en fireforming, moi les miens, je les fais à la poudre noire. Et ça marche très bien. Donc comme on peut le voir, hein, les cartouches modifiées, rechargées, fit parfaitement dans l'arme. Hein, normal, j'ai envie de dire. Ce serait le minimum. Donc voilà. C'est pas que c'est difficile à recharger, c'est juste que c'est un peu long et pénible. Mais c'est pas difficile. Voilà. Et puis les projectiles sont pas difficiles à trouver. Et les étuis de 762 54R non plus. Voilà, donc c'est vraiment, c'est juste que ça prend du temps quoi. Alors pour démonter la culasse, c'est assez simple. Alors ce qu'on va avoir tendance à faire, généralement, surtout quand comme moi on possède un Mosin Nagant ou ce genre de fusil, le réflexe qu'on va avoir pour démonter, ça va être de pousser la queue de détente, de la tirer en arrière, et de tenter de retirer la culasse. Et ben non, le piège il est là. Il ne faut pas tirer sur la queue de détente, il faut la pousser vers l'avant. Et voilà. Votre culasse est démontée, vous pouvez démonter le reste. Pour la remettre, très simple, il suffit de bien... Vous avez des ergots ici, il faut bien qu'ils passent par là. Alors attention, parce que des fois, je l'ai vu sur certaines vidéos, quand vous la retirez, la tête de culasse, elle peut pivoter, parce qu'en fait, pour se verrouiller, ça marche avec ces deux tenons, qui, une fois arrivés au bout, la tête de culasse va se pousser,
et pivoter en même temps pour s'emboîter, pour emboîter les tenons dans deux gorges pour verrouiller la culasse. Donc ça peut arriver des fois quand on la démonte que la tête de culasse elle tourne, donc il faut la remettre en place. Voilà, donc vous réinsérez, vous poussez, et pas besoin de repousser la détente ou quoi, ça se fait tout seul. Et voilà. Voilà, alors cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce que j'aurais à dire sur cette arme, moi c'est une arme que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce genre d'arme historique. C'est intéressant d'avoir un des premiers fusils à culasse linéaire dans les mains. J'aime assez le format court, comme celui-ci. Je prévois également d'ajouter une baïonnette, mais on va attendre un peu que les sous-sous rentrent pour ça, puisque une baïonnette en bon état c'est au minimum 150 €. Et j'attends de recevoir là une bretelle en cuir toute neuve qui devrait être du plus bel effet sur cette arme. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Alors, ça tire assez bien, c'est agréable au tir. On peut tirer en termes de rechargement soit avec des charges pleine bourre qui montent à un peu plus de 2 grammes de poudre, à des charges de tir réduit hein, avec des balles coulées. C'est assez agréable aussi. Et puis ça permet de faire des économies sur la poudre. Seule chose à noter que j'aurais, mais peut-on reprocher ça vraiment à une arme de cet âge et à un des premiers systèmes linéaires, c'est que la culasse elle est un peu dure. Hein. Niveau fluidité, c'est clairement pas ça. Mais bon, ça reste quand même manipulable. Ça dit, il faut quand même une certaine force pour l'actionner. Hein, parce que le système, ça doit être à cause du système de verrouillage, je pense notamment, qui fait ça. Mais ça reste quand même une excellente arme, très belle. Notez qu'en plus, elle est en catégorie D. Donc, elle reste accessible à beaucoup de personnes. À beaucoup de collectionneurs qui veulent pas s'emmerder avec des licences, des machins comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment un bon plan. Notez que moi je l'ai touché avec 50 cartouches d'époque, je l'ai touché pour environ 500 balles. J'ai fait une très bonne affaire, je pense, parce que d'ordinaire, moi, ces armes-là, je les voyais plutôt autour de 700-800 balles. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, à mettre un petit commentaire également, si vous avez des remarques à faire. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut et n'hésitez pas à vous abonner.